Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode de spécial mars 2026. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Ben, je pense plus qu'on va dire que c'est des épisodes spéciaux. Moi, je l'avais même pas noté. C'est juste puis là, tu t'es laissé l'habitude. emporter. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, finalement, on s'est ennuyé rapidement de faire la couverture des sorties de la semaine, mais on transforme ça en sortie du mois. Ouais. Fait que c'est ça le compromis. Surtout qu'on a réalisé qu'à nous deux... On voit pas mal beaucoup de films. Ouais. C'est ça, certains gros titres qu'on n'a pas eu accès, mais on a quand même vu pas mal d'affaires. Fait que ça, on va passer un peu plus vite sur certains titres, surtout lister ce qui s'en vient, des retours qu'on a eu avec des discussions de médias sociaux ou quoi que ce soit. C'est beaucoup ça qui plaît aux gens. Un peu notre avis, mais surtout aussi de savoir qu'est-ce qui s'en vient, parce que, on le dit souvent, ça va vite, il y a beaucoup de sorties à chaque semaine et tout là. Surtout et même, j'allais dire là encore, on va couvrir peut-être 25 films, 20 films, mais il y en a même que j'ai écarté parce que je le sais que ça sort sur 2, sur 3 écrans, puis là, maintenant, c'est à tous de faire ces recherches-là, si on veut. Ben, c'est ça, j'allais dire que généralement, les films américains, on les connaît, mais des fois, les films français, étrangers, peut-être un peu moins. Ouais. Donc, ça va être de ça mettre... tombe bien, c'est souvent ceux-là qu'on a eu accès. C'est ça, toi, récemment, avec Unifrance, t'en as vu. On veut mettre un peu de lumière là-dessus parce qu'il y a souvent de belles pépites à voir. Donc, dans le fond, on vous donne le goût d'aller au cinéma, tout simplement, vous aider à trouver le bon film, comme on faisait auparavant. Alors, on va y aller par... Oui? J'allais dire, puis on va continuer. On ne s'appelle plus épisodes spéciaux, mais avoir aussi, comme on disait, des entrevues, des épisodes thématiques. Là, on s'est jinxé, pour ceux qui nous écoutent. On l'a fait. On a dit qu'on allait avoir un spécial Youngblood en parlant avec des joueurs de hockey puis tout. Ils nous ont tous... choqués, pour dire poliment. Ils se sont désistés, finalement, et là, ça devenait plus possible dans l'horaire, blablabla. Fait que ça m'a rappelé Moi, c'était ça. On n'annonce pas nos trucs avant de les faire. C'est ça. On a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que, bref, en mars, on devait avoir des entrevues avec des équipes. Peut-être, c'est sûr qu'on va faire un épisode sur les Oscars la semaine prochaine avec nos prévisions, etc. Fait que ça, on peut se commettre. C'est juste nous deux. Fait que ça, on va le faire. Mais voilà, c'est ça. Fait que c'est plus juste un épisode par mois. Ça devient, c'est ça, des sorties mensuelles et autres dérives cinématographiques. Voilà. Alors, comme approche, on va y aller par semaine. Je pense que c'est ce que tu as par plus semaine, intéressant. avec des titres qu'on couvre un peu plus, puis d'autres qu'on va juste présenter ou mentionner. Voilà. Donc, quoi voir dès ce vendredi 6 mars? Ce vendredi. Aujourd'hui, finalement. Ben oui. La sortie... En fait, je vais dire comme ça. La sortie qui pique le plus la curiosité, The Bride, la fiancée de Maggie Gyllenhaal, sa première réalisation au cinéma, parce qu'elle a fait un film qui avait été finalement directement sur Netflix, The Lost Daughter. C'est un film qui met en vedette Jessie Buckley, qui a le vent dans les voiles, qui est en vue justement de remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour Hamnet. Christian Bale, qui n'a plus besoin de présentation, et on retrouve aussi une belle brochette, Annette Bening, et surtout, c'est très sympathique, Jake Gyllenhaal, son petit frère, grand frère, petit frère. Peter Sarsgaard, et non... pas comme les autres, il n'y a pas de cas comme les Suédois, là, lui, américain, qui est le mari de Maggie Gyllenhaal. Donc, vraiment une affaire de famille. Voilà. On est dans les années 1930 à Chicago. C'est une adaptation du roman de... En fait, non, c'est pas... Réinterprétation. Réinterprétation, en fait, du mythe de Frankenstein. Du mythe de Frankenstein, mais donc de la fiancée. De la fiancée, mais qui n'est pas... temps présent dans le roman. Puis le fameux film qu'on cite souvent de Bride of Frankenstein est une histoire originale, finalement. Bon, mais on revisite tout cet univers-là. C'est ça. Alors, on commence dans les années 1930. On est à Chicago, puis on va se déplacer un peu à New York et dans l'Amérique. C'est Frankenstein, le monstre de Frankenstein, qui se fait appeler Frank, parce qu'il n'y a comme pas de prénom. Il est rendu américain. Ouais, c'est ça. Puis là, on comprend qu'il est en vie depuis une centaine d'années. Mais il se sent... il est esselé. Il cherche l'amour, il cherche une compagne parce que il est très intelligent, il est volubile et tout, mais son apparence physique rebute tout le monde, fait qu'il n'arrive pas à avoir vraiment d'amis et quoi que ce soit. Et il n'y a pas Tinder. Donc non, c'est ça. C'est un grand fan de cinéma, fait qu'il s'isole dans les salles et il capote sur la vedette de l'heure qui est jouée par Jake Gyllenhaal, qui fait du cinéma chanté, qui est un émule de Fred Astaire. C'est ça. Voilà, fait qu'il va aller voir une nouvelle scientifique illuminée qui est issue un peu des travaux du docteur Frankenstein, et il va lui demander de créer une compagne monstre en ramenant un cadavre à la vie, chose qui a l'air assez facile maintenant. Et ensemble, vont se retrouver pourchasser et bâtir une relation amoureuse et de confiance tranquillement.
Alors, Maggie met beaucoup de choses dans ce film-là, dans cette histoire-là. On a des causes sociales, de justice sociale, de l'égalité, en fait, du respect aux femmes, mais il y a aussi de l'enquête policière, il y a du musical, il y a de la folie, il y a il y a de tout. Il y a un peu d'horreur, il y a du gore. Oui. C'est pas un film d'horreur, mais il y a un peu de gore quand même. Ben, effectivement, donc attendez-vous pas à aller voir un film d'horreur parce que tu le dis, ce n'est pas ça. On joue dans plusieurs tons. Écoute, on est un mélange de Joker Folie à 2, de Bonnie and Clyde, comme tu l'avais souligné hors micro, Natural Born Killers. Ce fameux couple-là qui est en cavale. Couple en cavale, effectivement. Mais ils n'ont pas non plus le désir de tuer plein de monde, puis tout. C'est juste arrivé de même. Ouais, fait que là, ils sont pour non, chasser. ils veulent la paix, mais c'est ça. Ils sont, fait que un film très punk rock, comme on l'a décrit, beaucoup de critiques, effectivement, parce que c'est un vraiment... Il faut souligner l'audace, quand même, de Gyllenhaal d'offrir quelque chose de nouveau. C'est quand même un film, je pense, qui va polariser. Là. C'est ça, on ne fera pas de secret avec ça. C'est le genre de film que vous allez aimer ou détester. Oui, il y a quelque chose d'un peu Babylone de Damien Chazelle. Oui, aussi, oui, tout à fait. Avec un genre de joyeux chaos. Mais... En tout cas, je pense pour les cinéphiles très avertis, je pense c'est quand même le genre de film qu'il faut voir une fois pour se faire une opinion. Parce que peut-être que vous allez vraiment triper là-dessus. Mais c'est singulier comme projet. Donc, Annette Bening, belle surprise en espèce de scientifique folle, justement, descendante de cette idéologie de Frankenstein. Fait que ça, c'est cool. C'est Penelope Cruz aussi, en enquêtrice de police, qui est comme un peu... On dirait qu'elle n'est pas dans la promotion du film, puis t'es comme, elle est là, puis elle a un rôle assez important. Tu mentionnais Netflix pour The Last Daughter. En fait, à l'origine, petit fun fact, The Bride devait être produit par Netflix. Mais ils ont un peu paniqué devant le budget qui était à 80 millions. Et ce que je peux comprendre, parce que, comme on dit, c'est un film quasiment d'auteur. Film d'auteur, c'est ça. Donc, finalement, ce sont des cités. Warner Brothers, finalement, est venu dans le portrait. Et le film, c'est en 1935, et c'est pas un hasard parce que c'est l'année de sortie du film The Bride of Frankenstein de James Whale, donc petit clin d'œil. D'ailleurs, petit clin d'œil à Young Frankenstein aussi avec la chanson Putting on the Ritz. Dans ce film-là, il y avait un numéro où Frankenstein dansait avec Gene Wilder, la créature et Frankenstein ensemble. Bref, fait que, voilà pour The Bride, pour ma part. Ouais, la fiancée, voilà, c'est ça. C'est comme on dit, c'est un objet de curiosité pour cinéphiles. Assez averti. Oui, c'est ça, exact. Pas parce que c'est choquant, juste parce que c'est plein de choses, c'est weird. Voilà, c'est un peu à la Frankenstein, un mix-up de plein d'affaires qui prend vie. Et voilà. C'est comme un patchage de genre. Allons. Un autre remake? Oui, bien sûr. Youngblood de Hubert Davis. Oui, sûrement Hubert Davis. Au Québec, Youngblood, le hockey dans le sang. Alors, on prend la franchise Youngblood, donc le franchise, film. Mais en tout cas. On prend le film. Le film, ça devient une franchise maintenant, si on veut. De 1986, donc il y a 40 ans. Ce film, je dirais mal aimé quand même, là, parce que qui a marqué... Qui a mal vieilli, disons ça. Parce qu'à l'époque, c'était hot quand même, Youngblood. Je pense qu'il y a un effet hot, mais... Écoute, opinion controversée, c'est vraiment pas un très bon film, là, Youngblood. Mais ça, je dis, ça mais je pense pas qu'à l'époque, c'était bon, là, tu sais. Ah oui, quand même. C'était parce que c'était le premier film sérieux de hockey. Fait puis c'était moi, je le trouve pas sérieux, là. Si tu compares avec Slapshot, qui était l'autre référence. Fait que c'était une comédie, là, on était vraiment dans le drame sportif. Puis c'était dans les tons de ce qui se faisait, là, tu sais, des films young adult un peu, là. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça. En tout cas, fait que c'est l'histoire dans l'original d'un hockeyeur américain qui arrive dans une équipe canadienne, puis qu'il faut qu'il fasse sa place, puis il arrive un peu au milieu de nulle part. Puis juste avant les séries. L'histoire fait pas très de sens. C'est ça. Dans puis les deux c'est comme, c'était avec Rob Lowe puis Patrick Swayze qui ont genre 31 ans, puis qui jouent du 17 ans, puis tu sais... Rob Lowe, il prend le poste d'un autre qui se retrouve finalement dans une autre équipe puis qui a genre plus de barbe que moi, là, puis qui est supposé avoir 19, là, fait que... Bref, l'original, on laisse aller, puis il couche avec sa tenancière, puis c'est juste drôle, puis tout est très bizarre. Et là, dans la nouvelle version ici, c'est une production canadienne, donc c'est encore ça, un joueur américain qui arrive un peu à date limite des échanges, et lui, il sort d'une suspension parce qu'il est trop colérique, parce qu'il a été...
élevé par son père dans le hockey, qui a dit, il faut que tu fasses ta place. En plus, c'est des Noirs, fait qu'ils se font souvent harceler sur la glace, puis insulter, puis injurier, puis tout. Fait qu'il a dit, il faut que tu te défendes toi-même, c'est du hockey, mets-y ton poing sur la gueule, puis prouve que tu te laisseras pas marcher sur le dos. Fait qu'il y a comme ce tempérament-là rageur, alors qu'il est extrêmement talentueux au hockey, fait que ça vient l'unir. Il faut qu'il apprenne à jouer en équipe, à jouer pour l'équipe et non pour lui-même. Et il arrive dans cette franchise-là de hockey canadien. Puis là aussi, tout de suite, super cool. Là, les acteurs ont plus début vingtaine, fait que ça colle plus. Ça a l'air d'être du junior majeur. Fait qu'il va devoir comme trouver cette balance-là là-dedans. Et c'est des acteurs, je pense un acteur canadien, justement, Ashton James, qu'on connaît. Il avait joué dans Box Cutter il y a 2 ans. C'était un petit film sur le milieu du rap à Toronto. Là, puis il y avait eu de très bonnes critiques. Il y a Alexandra McDonald, L'intérêt amoureux, et Henry Picard, qui joue le capitaine de l'équipe, qui est donc un Québécois qui joue en anglais avec son accent parce qu'il joue un hockeyeur québécois. Fait il reprend le rôle de Swayze du premier film. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est super bien. Oui, quand même. Justement, là, le ton sérieux est vraiment sérieux. Je trouve qu'il y a vraiment un angle intéressant avec ce côté colérique à l'âge aussi de la grosse testostérone, puis de vouloir se prouver, puis de te dire faut que je performe, sinon je serai pas drafté, puis que c'est la fin du monde si tu fais pas ça. Plus les vient d'une éducation, parents toxiques, chose qu'on avait vu un peu aussi dans Junior majeur au Québec. Vas-y, je te fais une passe à palette. Oui, ce qui est le fun, c'est qu'on prend un film, c'est ça, avec le recul qui est un peu cheesy. On reprend quand même un peu les mêmes beats de Youngblood, mais dans un nouvel enrobage. Fait que c'est assez intéressant et plus réaliste à ce niveau-là. Fait qu'au niveau du scénario, c'est vraiment bien écrit. J'ai aimé justement cette nouvelle approche Youngblood parce que dans le film Rob Lowe, c'était juste quelqu'un qui était très bon au hockey puis qui cherchait juste à accéder, à changer de classe sociale là, parce que c'est comme un fermier. Puis dans le 86, c'est qu'il est super bon puis il y a un enjeu de genre, on le fait-tu jouer ou pas? Puis ça n'a pas de foutue raison. C'est comme, il est super bon puis t'es allé le chercher. C'est juste parce qu'il couchait avec la fille du coach. Fait qu'il est comme en maudit. C'est un peu nul. Tandis que là, c'est plus parce que le gars, il joue pour lui-même, il est mangeur de puck, il se bat tout le temps, mais s'il met son talent au service de l'équipe, ça devient un joueur un peu frustrant, mais tu comprends pourquoi il est de même. Fait que, donc, pour les plus vieux comme moi, c'est comme un Owen Nolan. Ah ouais, OK. Ouais, on l'appelait c'était-tu le taureau, quelque chose de même, là, on l'appelait parce qu'il était très... il pouvait tilter, là, mais il était très talentueux. Mais il était pas capitaine aussi, des fois? Il était-tu capitaine dans les Sharks? Peut-être qu'il est devenu capitaine avec les c'est assagi dans sa trentaine, peut-être. Donc, si vous aimez le hockey, super intéressant. Les scènes d'action sont crédibles aussi. Oui, c'est très dans le vent. Son premier shift, quand il est... parce qu'il arrive, il y a une pratique et tout, mais son premier shift dans les Mustangs, moi, le parallèle que je voyais, je sais pas si c'était l'intention de Davis, c'est un genre de petit plan séquence là, où il saute sa glace par-dessus, puis là, il fonce au net, ramasse une passe, puis c'est un peu intense, mais ça a vraiment l'air de quelqu'un qui sort d'une tranchée puis qui va à la guerre. Puis c'est vraiment ça, quand j'ai vu le film, que je ressentais la manière qu'on saute sa glace là, en passant par-dessus le banc, puis tchac, puis les coups de patin, puis il fonce, puis ici, puis tout. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment cool. Fait que les séquences de hockey sont vraiment cool, là, sont époustouflantes. Évidemment, c'est beaucoup des scènes de pieds puis de patins, là, tu comprends, qui ont des doubleurs. C'est ça, on voit que c'est pas eux, là, mais c'est correct. Mais ils sont montés souvent ils sont synchronisés, là, ils sont comme répétés, puis c'est une chorégraphie, puis etc. Mais c'est vraiment cool, alors que le 86 puis bien des films. Moi, je suis plus un enfant des Mighty Ducks. Là, puis c'est cheap, là, le hockey. On ralentit un peu. C'est fait par du monde qui ne savent pas c'est quoi le hockey. Tandis que là, c'est sûrement un passionné. C'est un Canadien, puis il a fait un documentaire aussi sur des joueurs noirs avant ça. Et tout. Donc, vraiment pas à rougir pour Youngblood. Excuse, je sais pas si t'as fini ta phrase. Je veux dire, l'autre sortie majeure du 6 mars qu'on n'a pas vu encore, c'est le nouveau Pixar, Hoppers, Sauteur de Daniel Chung, qui présente l'histoire d'une jeune fille qui est très militante pour la préservation de la faune d'un milieu humide autour de la maison qu'elle habite. Fait qu'elle va aller, avec la nouvelle technologie de sa professeure de bio, de sciences, mettre sa tête et sa pensée dans un petit robot castor et aller comprendre les animaux, puis les infiltrer, puis créer une rébellion contre les humains et le maire de la ville qui veut comme tout exproprier ça pour faire des stationnements, puis des condos, puis des affaires de même. Fait que, évidemment, une très belle histoire de communion avec la nature, de respect de la nature, de cohabitation.
Je pense que c'est un très bon Pixar. Les critiques sont dithyrambiques voilà. et même on parle d'une certaine folie aussi dans l'histoire et tout ça. Là, fait que je pense que ça peut être très surprenant. Puis Ils l'ont joué safe dans les dernières années quand même, Pixar, là, un peu dans leur production. Fait que ça serait ferait du bien d'avoir... Quoique, ça dépend lesquels. Je pense qu'Alerte Rouge avait un angle vraiment c'est cool. Vrai, ouais. Mais qu'il n'y a pas eu le rayonnement à cause de la pandémie. Non, c'est ça. Il y en a une couple qui ont été malmenés comme ça. Puis il n'y a pas 4 Pixar par année. Là. Il y en a un ou deux. Puis souvent, c'est une franchise puis un nouveau film. Fait que là... Bref, je vais essayer d'aller le voir, là, faute de temps et tout. Fait que c'est sûr que c'est le gros film du week-end et de gros film familial de tout le mois de mars jusqu'à Mario Bros en avril. Exact. C'est un peu tout pour le 6, là. Le reste est plus limité. On y va pour le 13. 13 mars. Donc, allons-y avec L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. Oui, film français qu'on a entendu parler un peu plus récemment parce qu'il avait 8 nominations au César. Il a eu 2 victoires, effets visuels et 3 décors. Et 4 décors. comédiens en nomination quand même. Il a quand même échappé, c'est pas compté. Il y avait 3 acteurs en nomination pour acteurs de soutien, soit Xavier Dolan, soit Narlo et Michel Faux, puis c'est aucun des trois, fait qu'il y avait 60% de chance de l'avoir, et malheureusement. Ça met aussi en vedette Claes Bang et Sidney Babette Kounzen, qui sont des acteurs danois, même si Claes Bang, on le voit partout aux États-Unis et autres. On est en 1983, c'est donc vraiment inspiré d'une histoire vraie. On est à Paris, c'est un architecte danois connu de ses parents, quasiment. Qui est prof à l'université, tout simplement. C'est ça, qui a designé quelques églises et des choses comme ça, qui gagne le concours d'architecture pour construire ce qui deviendra le monument du quartier de la Défense, mais qui devait être le cube qui représentait un autre pavillon. Et on va entrer dans un dédale bureaucratique et administratif. Bureaucratique. Oui, c'est ça. Et administratif, c'est ça. Mélanger Q et F, à l'ère de la présidence de François Mitterrand. Et fait que là, lui arrive comme ça, il se fait épauler d'une équipe, il faut qu'il choisisse qui va faire le béton, avec quelle équipe locale et française il veut travailler pour construire son gros truc. Puis finalement, il va un peu perdre le pouvoir puis être obligé de faire plein de concessions. Fait que ça... C'est plus un comédie dramatique, si on veut. Il n'y a pas des blagues forcées ou quoi que ce soit, mais... C'est assez léger, somme toute, comme traitement. C'est ça, exact. Là, Fait qu'il y a un volet historique, il y a un volet humain et social vraiment intéressant. Fait que c'est un film que, de base, m'aurait pas intéressé, mais que j'ai trouvé absolument captivant, qui passe, je sais plus, 1h50, qui passe super bien. C'est vraiment, vraiment un très bon film. Je trouve que ça tresse bien le portrait des années 80. On était dans la démesure. D'ailleurs, les concessions arrivent quand il va y avoir un nouveau premier ministre plus à droite. Mitterrand demeure président, mais là, doit gérer un gouvernement plus conservateur. Exact. Fait, là, donc, coupure, évidemment. Puis vision de l'artiste aussi, qui résiste au changement, au compromis. Puis je sais plus comment il appelle ça, mais tu sais, Swan Arlo, lui, s'occupe de vraiment le travail sur le terrain, mettons, appliqué. Puis lui, il est comme, fais des concessions, fais pas ça, c'est pas grave, ça coûte trop cher. Puis il est comme, mais là, c'est pas ça que je veux faire. C'est l'artiste pur. Et à travers ça, Xavier Dolan, que j'ai trouvé formidable en fonctionnaire, un peu dépassé par gestionnaire de projet, mais dépassé par les événements. Très drôle. Fait que moi aussi, j'ai trouvé ça super fascinant à voir. Fait que si ça vous intéresse, le cinéma français, l'architecture, l'histoire, L'inconnu de la Grande Arche, c'est un film de grande qualité. Puis tu sais, dans le mois de mars, on y reviendra, il y a certains films qui vont peut-être avoir un rayonnement vers un public, disons, 50+. C'est peut-être le cas de celui-ci, mais tu sais, nous, dans notre trentaine puis quarantaine, je trouve super cool ce film-là. Là. Fait que je pense qu'il vaut la peine d'être n'importe quel amateur de cinéma, d'histoire, juste d'avoir une curiosité, même si je savais rien de cette affaire-là. Je pensais que la Grande Arche, c'était l'arc de triomphe, mais non, c'était une autre affaire qui a changé de nom entre-temps, justement, parce qu'il a changé comme de vocation. Que j'ai vu au loin, mais la prochaine fois, je me promets d'aller sur place même. Puis Claes Bang, il est incroyable, il parle toutes les langues, ce mec. En fait, il a appris le français pour le rôle. film. Vraiment. Parce que moi, je l'avais découvert dans The Square de Ruben Östlund, qui jouait aussi ça ressemble un peu, mais là, il jouait un administrateur de musée et tout. Fait qu'on était dans l'humour noir des artistes qui se prennent trop au sérieux, si on veut.
Puis, écoute, il joue aussi des fois dans des films d'action, il fait des méchants, il fait tout. On l'a vu dans... ben, c'est vrai, tu as dit pour ce rôle-là, mais il était dans le film canadien Bonjour Tristesse, quand il a fait le remake, vrai, puis il parlait un petit peu français, quelques phrases, parce que sa conjointe française, etc. Là. Fait que, un homme de tous les talents. Oui, vraiment. Et impressionnant aussi, parce qu'il est vraiment d'une grande stature quand tu le vois à côté de Xavier Swan-Arlo. Il peut quelque chose, certain. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment, je me demandais si c'était comme, regarde, on va prendre un Européen, puis il va jouer, puis c'est vraiment un Danois. Fait que tout fit bien. Fait qu'il c'est juste, je pense qu'il a peut-être fait son saut international, mais les autres grands acteurs danois, il y a Mads Mikkelsen aussi et tout. Fait que je me souviens pas s'ils ont déjà eu des projets ensemble ou quoi que ce soit en tant que porte-étendard du Danemark dans le cinéma américain et international. Voilà. Ouais, allons-y. En parlant de faux cinéma américain, Undertone de Jan Towson, c'est super ce film-là, parce que c'est un film d'horreur à petit budget canadien qui a été présenté à Fantasia l'été dernier, qui a gagné le Gold Audience Award, donc le prix de l'audience d'art, du public d'art, le prix du public, là, si on veut, c'est ça. pour un film canadien. Et c'est A24 qui a sauté sur l'occasion, qui a acheté le film et qui fait la distribution. Fait que c'est quand même cool là, qu'un gros truc comme A24, qui aime beaucoup le cinéma d'horreur, ramasse cette petite pépite canadienne-là. Ça met en vedette Nina Kiri, qu'on avait vu dans Outstanding, seul au front, là, qui jouait la soldate Sandra Perron. Oui, il me semble que c'est ça. Et on l'avait interviewée, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Fait que, sans savoir qu'elle venait d'avoir ce hit-là et tout. Elle joue une animatrice d'un podcast qui, le co-animatrice, en fait, elle fait son podcast à distance avec son ami parce qu'il est dans un autre pays actuellement. Fait qu'elle enregistre ça au milieu de la nuit, question de fuseau horaire, à 3 h du matin. Et elle est retournée vivre dans la maison de son enfance parce que sa mère est comme pratiquement dans le coma, là, est alitée, elle parle jamais, toujours un peu en train de dormir, elle essaie de la nourrir. Fait qu'on comprend que c'est une espèce de passage potentiellement vers la mort. Elle est dans une situation floue avec son chum, ça va pas trop bien, mais elle pense qu'elle est enceinte. Et ils font un podcast de true crime / paranormal, et à la fin d'un épisode, son co-animateur dit « J'ai reçu un courriel avec 10 fichiers audio, je les ai pas écoutés, on devrait juste faire ça pour notre nouvel épisode. » Puis on comprend que c'est un couple qui s'enregistre parce que l'homme dit que sa blonde parle dans son sommeil, fait qu'il enregistre comme toutes les nuits. Plus ça avance, plus ça va capoter, puis ça va se mettre à jouer sur elle. Fait que c'est un huis clos dans la maison. Son co-animateur, on le voit jamais, on fait juste l'entendre quand elle est là, ses écouteurs. Elle est juste avec sa mère qui parle à peu près, qui parle jamais. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est un film à budget limité, on est dans la maison, mais le film tire à profit au maximum de ça. Une ambiance sonore, c'est pas nécessairement incroyable, mais très immersive de ça, il n'y a presque pas de musique, souvent tu es fermé. On utilise des plans de caméra très angoissants qui nous donnent toujours envie de détourner le regard, de dire y a quelque chose qui va sortir de la pénombre. C'est pas le film d'horreur qui va finir à la de Nun, de possession, de comme là l'esprit sort, puis le monde va lancer dans les murs, puis il y a du sang qui coule partout, puis tout. On n'a pas le budget pour ça. Mais je veux pas que ça a l'air d'un enfant pauvre quand je dis que ça a coûté même pas $1 million, mais c'est pour ça qu'ils ont fait le film au maximum de ça. On est vraiment dans du Blair Witch, du Paranormal Activity, mais sans le côté found footage. Non, tout à fait. Puis en fait, j'ai lu en diagonale un entretien avec le réalisateur qui appelle ça du found audio. OK, je trouve très à propos, effectivement. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire. Donc oui, très fortement inspiré de Blair Witch et de Paranormal Activity, qui cite comme 2 de ses films qui lui ont fait le plus peur dans la vie. Donc dans les plans de caméra, mouvements de caméra et tout ça. Quelque chose de lent, plutôt qu'excité. Ça fait que ça crée une tension énorme. Fait que un beau petit bijou à découvrir, honnêtement. Nina Kiri est fantastique, parce que ça doit être pas évident de jouer. Puis d'ailleurs, je serais curieux de voir, est-ce qu'elle entendait déjà les fichiers, les sons, ou elle réagit à rien. Elle est très, très bonne. Et puis, non, je pense que c'est très prometteur pour ce jeune réalisateur-là, parce que déjà, il a été recruté pour tourner le prochain Paranormal Activity. Donc, il va aller dans la franchise qui lui a donné le goût de faire du cinéma. Donc, à découvrir en 2027. Mais profitez-en. Je pense pas que c'est le genre de film qui va jouer très longtemps, malheureusement. Non, il est juste en anglais, pas de sous-titres, pas de version française. Mais ça vaut la peine. Les fans d'horreur, là, c'est ça. Il y a quelque chose. Pas de slasher, là. Il faut faire attention. Comme tu disais,
on est dans le surnaturel, mais cinéma très subtil. d'horreur. Ouais, c'est ça. Là. Comme il y a quelque chose aussi d'un peu Good Boy. Que j'ai pas vu, mais ouais, oui, c'est ça qui était à l'automne, là, fait. de films faits avec un peu les moyens du Ouais. bord, mais qui rend beaucoup. Efficacement, c'est ça. Ouais, puis il y a un plus, c'est que dans Good Boy, à un moment donné, il y avait aussi du CGI, justement, un peu boboche, ce qu'il n'y a pas dans ce film-là. Fait que c'est plus cool dans ce sens-là. Fait que vraiment un gros coup de cœur pour moi et pour toi. C'est pour ça qu'on prenait le temps d'en parler. Oui. Ouais, c'est ça. On est aux antipodes de Scream, comme tu disais. Là. C'est pas du horror flick du tout. Dans les autres sorties du 13 mars, il y a le drame québécois Invisible de Juna Chief avec Nadia Essadiki, donc La Bronze, côté musique, Catherine Bérubé, Stéphane Crête. C'est au contact d'un client lourdement handicapé, une travailleuse du sexe et artiste burlesque va se découvrir une nouvelle vocation dans son travail de travailleuse du sexe, de prostituée quand même, de dire hey, j'aimerais ça me spécialiser vers cette clientèle-là qui ont des handicaps physiques ou un peu mentaux, mais qui recherchent le besoin. Là. Elle ne va pas coucher avec des trisomiques qui ne contrôlent rien, là, si on veut. Là, genre. Fait qu'il y a toute cette tendresse-là dans le film. C'est sûr que c'est un récit qui est quand même militant, mais vers l'ouverture et la tolérance. Peut-être même pas peut-être même, il y a un peu des parallèles vers aussi la décriminalisation du travail du sexe. Le visa est sorti, c'est un 16 ans et plus érotisme quand même, parce qu'il y a beaucoup de nudité, mais c'est des scènes faites avec beaucoup de respect. Là. C'est pas un film qui se veut cochon. Là. Ouais, c'est ça. Il y a Stéphane Crête qui joue un handicapé, mais sinon les autres, c'est des vrais handicapés, des vrais gens en situation d'handicap. Stéphane Crête joue un handicapé physique, justement, pour un moment. Fait que très beau film qui, je sais pas si finalement il va avoir le genre de film qui a une couverture, à tout le monde en parle et tout. Fait qu'allez-y le 13 mars pour les amoureux de drames romantiques, public quand même plus féminin, si vous nous osez genrer ce film. Reminders of Him, souvenir de lui, de Vanessa Caswell, qui est une nouvelle adaptation d'une œuvre de Colin Hoover, donc les... It Ends With Us, puis l'autre c'était Regretting You. Regretting You, voilà, ça poursuit. C'est avec Maika Monroe, donc gros hiver pour elle, après le film avec Maxime Giroux, In Cold Light. Tyreek Withers, qu'on voit de plus en plus, il était cet été dans I Know What You Did Last Summer. Il était aussi dans le film de football Goat. Goat, c'était ça, ouais. Pas le Goat de film d'animation, mais ça s'appelait Goat aussi. Ça me rappelle. En tout cas, le film d'horreur de football... Oui, c'était Goat, je pense. C'était Goat? Parce que Greatest of All Time, mais c'était aussi de sacrifices, de sectes et tout. Bref, et cool. des beaux parents joués par Bradley Whitford, un gueule que j'aime bien de comédien de soutien, et Lauren Graham, des fameux... voyons, la série de la mère puis de la fille que tout le monde écoute en buvant des Gossip Girl? Oh, non, tu bois ton pumpkin latte à l'automne, puis tout le monde écoute ça. C'est Netflix qui a racheté la série, mais Gilmore Girls. Voilà. Ouais, c'est ça. Quelques années, dans le fond, le personnage de Maika Monroe vit le parfait amour avec son conjoint, mais fait un accident d'auto. Elle avait pris de l'alcool, elle s'en va en prison. Quand elle sort de prison, elle veut retrouver sa fille qu'elle n'a jamais connue parce qu'elle venait d'accoucher, etc. Là, elle réalise que c'est maintenant donc ses grands-parents, donc les parents de son défunt conjoint qui s'en occupent, mais personne ne veut la voir revenir dans le paysage. Et un des bons amis, anciens footballeurs, justement, il est fait pour ça, joué par Tyreek Withers, qu'elle n'avait jamais rencontré, s'occupe et élève la fille en l'honneur de son ami décédé. Fait que là, il va avoir une liaison amoureuse. Est-ce qu'elle aura le droit à une deuxième chance? Est-ce qu'on la haït trop pour ce qu'elle a fait d'avoir tué, mais elle veut rencontrer... son enfant, finalement, la chair de sa chair. Fait que ça sort le 13 mars. Le documentaire Au pied du mur, un film d'escalade de Alexandra Elkin, du Red Rock Canyon au Yosemite, des super monts dans l'ouest californien, épique pour les fans d'alpinisme. Mais elle va tenter sa chance, une alpiniste amateur qui découvre la passion de tout ça. Et elle va grimper avec la mythique Diedre Volojnik,
qui est aussi une multilingue madame de genre dans les 70 ans qui continue à faire de l'escalade. Qui a découvert ça dans la cinquantaine. Ah, exact, c'est impressionnant. Là. Et c'est-tu elle ou une autre qui est la mère du fameux... Je pense que c'est elle. C'est elle, c'est ça. Puis elle est la mère j'ai oublié de noter son nom, là, puis je me demande s'il s'appelle pas Alex aussi, du fameux grimpeur qui a monté un de ces monts-là sans protection. Là. Ouais, j'ai oublié comment il appelle ça là-dedans. Là. Fait que c'est comme le documentaire de son parcours là-dedans, mais on discute aussi de l'alpinisme, de ces monts mythiques-là, de comment on peut se surpasser. C'est quoi aussi le but? Est-ce que c'est juste de monter pour soi et dire je l'ai fait, ou c'est plutôt de passer le flambeau puis juste de partager la passion de ce sport-là, finalement. Je pense qu'ils vont être en tournée aussi, en tout cas, exact. au Québec. Puis cool. Alexandra, mais Diedré aussi est là. Fait que, une belle sortie pour le documentaire. C'est la même gang de production qui ont fait Marche au Pays réel, qui a eu un très gros succès dans le temps des fêtes avec les deux explorateurs en ski de fond. Et finalement, le suspense dramatique des choses à tuer de Things That Kill ou The Things You Kill de Alireza Khatami, qui est une coproduction Turquie, Canada, France, Pologne. C'est le film qui représentait le Canada aux Oscars, qui ne s'est pas rendu dans la courte liste. C'est un mec qui va soupçonner son père d'être responsable de la mort de sa mère qui était malade, puis il va convaincre son jardinier de peut-être l'aider à exécuter une vengeance de sang-froid envers son père. Jusque-là, ça a l'air d'un thriller assez traditionnel, mais il y a une espèce de twist qui vire un peu à la David Lynch, ou que je dirais, mon meilleure comparaison, c'est Enemy de Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal, justement, qu'on a parlé précédemment. Ce côté d'échange de vie un peu, là, mais pas à la Freaky Friday, là, mais de rôle. Donc, c'est un film qui nous donne plus de questions que de réponses. Dans sa forme de thriller. Fait que très bien, mais je crois que ça va être une sortie assez limitée pour des choses à tuer. On arrive au 20 mars, Patrick, et je crois que c'est la plus grosse sortie du mois, hormis Hoppers, peut-être. Project Hail Mary, projet Dernière Chance de Phil Lord et Chris Miller, qu'on a vu plus récemment dans la production des Spider-Man animés, mais qui ont quand même réalisé ensemble les fameux Lego Movie, puis Cloudy with a Chance of Meatball, mais aussi 21 et 22 Jump Street. Deux gros succès. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un petit côté comique à tout ça. Et c'est un projet qui vient du roman de Andy Weir, duquel on doit The Martian, qui avait été un très gros succès. C'était-tu... Non, c'est pas Scorsese qui avait fait The Martian. Ridley Scott, c'est ça. Je mélange souvent, je m'en excuse. Ça met en vedette Ryan Gosling et aussi Sandra Hüller, qui est probablement... elle va chercher l'argent de ça suite au succès d'Anatomie d'une chute. C'est son premier film hollywoodien, là, c'est ça, de grands studios. Un astronaute est envoyé dans un système solaire à 12 années de lumière de la Terre pour trouver un moyen d'inverser un phénomène d'assombrissement solaire qui pourrait donc entraîner l'extinction de l'humanité. Et dans ce périple, il va faire la rencontre d'une forme de vie extraterrestre et en découle une belle amitié, finalement. Fait qu'on n'est pas tout à fait dans l'Interstellar, un petit peu plus léger comme The Martian, peut-être, dans le temps. Oui, tout à fait. Les premiers échos sont excellents, je crois. Vraiment, vraiment, très bon buzz entourant ce film-là. Il faut dire qu'Andy Weir, c'est ça, ces deux romans, The Martian et Project Hail Mary, avaient été de très grands succès, avaient remporté plusieurs prix. C'est le même scénariste, d'ailleurs, Joe Goddard, qui fait les deux films. Donc, bien curieux de voir ça. Il faut dire que Gosling est également un des producteurs. Donc, c'est lui qui avait été chercher ce projet-là, financé par Amazon, qu'il avait acheté pour Gosling en tant que producteur. Donc, je pense qu'il a mis beaucoup d'amour. Il n'y a pas une boîte de production. Oui, il y a une boîte, j'ai oublié de la noter, mais oui, effectivement. Je pense que le succès de Barbie lui a ouvert les portes. C'est ça, parce que je me souviens de mettons, Lucky Chap, qui est Margot Robbie, Plan B de Brad Pitt. J'ai oublié les autres. Des fois, Synecdoche ou je ne sais plus trop, ça, c'est Syncopie. Syncopie, qui est Nolan. Nolan, exact. Puis tout. Fait qu'il y en a des fois que je reconnais, mais lui, je ne sais pas c'est quoi. Bref, c'est très attendu. J'ai bien hâte de voir ce film-là, qui est quand même, je préviens, un 2h40, qui n'est pas la fin du monde, mais un certain running time. 2h35, là, peut-être que j'exagère. Mais de la manière qu'on le décrit et que c'est pacé, que c'est rythmé avec tout ce qu'on présente, je pense pas qu'on va s'ennuyer dans cette vue-là. Autre gros film de cinéma français, Mars est quand même chargé là-dedans,
Dossier 137 de Dominique Moll, lui à qui on doit La Nuit du 12, où on va suivre Léa Drucker, qui joue une enquêtrice de l'Inspection générale de la police nationale. Fait qu'elle, elle va reconstituer les circonstances qui entourent un tir de balle par la police qui aurait blessé un jeune manifestant lors des confrontations avec les Gilets jaunes. C'est quoi, 2008-10 à peu près? C'est plus vieux que ça? Plus vieux que ça, je pense. OK, début 2000 peut-être? 18-19, me semble. Ah, mais j'ai dit 2008, donc plus jeune que ça. Plus jeune, oui, excuse-moi. Oui. C'est moi qui ai mis ça. Fait que fin il me semble que c'était juste avant la pandémie, ou peut-être même pendant la pandémie. C'est ça. Fait que Dominique Moll, avec La Nuit du 12, c'était une enquête où on allait rechercher qui avait assassiné et même immolé une femme. Fait que là, on a encore ce travail-là, mais complètement différent parce que c'est une enquêtrice qui enquête sur les mœurs de la police. C'est un peu la police des mœurs, si on veut. Fait qu'elle est comme aimée de personne, finalement. Puis elle va prendre des témoignages. Puis c'est toujours, il faut que j'aille les témoignages, il faut que j'aille les chercher rapidement. Fait qu'on suit beaucoup la procédure administrative, justement, derrière ça. Puis ce rôle très ingrat qu'elle a, comme on dit, de pas aimée de personne, finalement. Oui, tu nous parlais un peu plus du film. Oui, écoute, moi, c'est dans mes coups de cœur, honnêtement, que j'ai vu. J'avais bien apprécié La Nuit du 12 et encore ici, j'aime ça parce qu'il nous montre un côté plus terre à terre, plus réaliste du monde de l'enquête des policiers. Léa Drucker est fantastique. Elle mène le film sur ses épaules. Elle est fascinante à voir. Parce que tu comprends qu'elle est rigide, qu'elle est professionnelle, mais elle n'est pas froide non plus. Non, parce qu'on la voit aussi en dehors du travail avec son elle garçon. Oui, c'est ça. Elle a juste faire son boulot du mieux qu'elle peut. Avec son relation difficile de séparation aussi. Oui, avec son mari qui est dans la police aussi, tout ça. Je trouve que la reconstitution des faits de l'enquête est super intéressant, bien menée. Avec au niveau du montage, c'est très intéressant comme forme. Donc, Dossier 137, je pense que c'est un beau film à voir. Est-ce que c'est un fait réel ou c'est juste inspiré de... Oui, c'est ça, de ce qui aurait pu arriver. Ouais. Et j'ai-tu mentionné que Léa Drucker a gagné le César de la meilleure actrice? Le film avait 7 autres nominations, meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario, etc. Fait que Dossier 137, très bon film qu'on recommande assurément. Je disais tantôt, je veux pas faire d'âgisme, mais un film qui va peut-être toucher plus les 50 plus quand même, c'est le retour de Maigret, un autre enquêteur classique de la littérature française. Ouais. Maigret est le mort amoureux de Pascal Bonitzer. Et ça met en scène Denis Podalides qui va incarner ce Maigret. La dernière fois qu'on l'a vu au cinéma, Maigret, c'était Depardieu qui l'avait joué. Et je crois qu'il y a un peu plus cette stature-là, normalement, dans la description Maigret. Donc, Podalides est un peu contre-emploi. C'est une adaptation du roman Maigret et les vieillards qui était paru dans les années 60. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transfère cette histoire-là en gardant un peu les mêmes personnages, le commissaire et tout, mais dans le début des années 2000, avec un enquêteur qui est un peu vieux jeu, qui n'a pas de cellulaire, qui n'a pas ces technologies-là, fait qu'il est très, on les appelle, on va sur place et tout. On est à Paris, donc ce fameux Maigret qui est commissaire d'enquête va enquêter sur la mort d'un ex-ambassadeur qui, on apprend, entretenait une relation amoureuse épistolaire, donc par lettre, avec une aristocrate dont le mari vient lui-même soudainement de décéder. Alors, comment toutes ces choses-là sont-elles tricotées ensemble? Film assez bref, 80 minutes à peu près. Les échos sont très bons. Il vient de sortir en France, d'ailleurs. J'ai eu la chance de le voir. C'est très, très efficace. Podalides, c'est très bien, honnêtement. Ça fait un peu là, Columbo aussi. C'est pas le même... pas la même personnalité qu'un Columbo, mais tu sais, à la différence que Columbo, on voit le meurtre puis on veut juste le voir le résoudre. Mais là, on le sait pas, mais on veut, c'est ça. Tu veux juste le voir le résoudre, comment il va aller... tricoter ses témoins, comment dès le début il y a des soupçons, c'est les bonnes personnes, mais il laisse ça planer, puis comment même l'équipe policière est comme c'est parce que c'est plus trop de même qu'on travaille, fait qu'il faudrait que tu ailles plus vite, puis c'est comme non, donne-moi le temps, là, laisse-moi aller papillonner, puis revenir, puis reposer, puis essayer de coincer les gens dans leurs propres mensonges, puis fait que très cool. Maigret, le mort amoureux. Il y a une comédie d'horreur, croyez-le ou non, Ready or Not, Here I Come, au Québec, Prêt pas prêt 2, j'arrive. Et oui, il y a une suite à ce film de 2018. Faut que je vois, honnêtement, je ne l'ai pas vu. C'est des ce que j'appellerais un good times at the movies, là. Fait qu'il y a une situation un peu prévisible. Dans le premier, Samara Weaving se mariait avec, je ne me souviens plus qui jouait son mari.
Puis lui, il dit, ben, il faut que tu saches, c'est que nous, on a une espèce de deal avec le diable, puis pour rentrer dans la famille, on va jouer à des petits jeux, puis le petit jeu, c'est qu'il faut que tu survives à la nuit. Genre. Okay. Ben, je pense qu'elle tire un jeu au hasard, puis ça donne ce jeu-là. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Fait qu'il faut qu'elle survive à la nuit, mais elle sait pas ça, c'est de psychopathe. Fait qu'en vient une espèce de chasse à l'homme, ou chasse à la femme, dans un gros manoir de gens riches et tout. Fait qu'évidemment, elle va survivre à tout ça. Et dans le deuxième, ben, sa sœur, jouée par Catherine Newton, la rejoint. Et on apprend que, ben, guess what? Il y a une coquille encore plus grande. Cette famille-là était aussi dans une famille de plein de familles qui font la même affaire. Fait qu'ils ont l'air de se retrouver dans un gros manoir de terrain de golf, un gros clubhouse, où va entrer en scène des Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood et notre bon Kevin Durant, qui vont encore toutes courir après les deux sœurs, qui n'ont pas le choix de jouer, sinon on les tue, etc. Pas jouer au golf, mais essayer de survivre à tout ça. C'est certain que Kevin Durant meurt parce que c'est ça son tag, c'est assis, être dans des films d'horreur puis se faire éclater la tête à quelque part. Fait que voilà, je pense que c'est juste... Sarah Michelle Gellar, ce qui était dans le premier? Non, c'est ça, elle puis Elijah Wood. Contre-emploi pour elle qui joue une méchante. Je ne m'en dirais pas que pas mal toutes les autres du premier, à part Samara Weaving, ne seront pas de retour dans le deuxième. Et voilà, fait que très sympa et sans prétention, sort le 20. Le documentaire Dans la forêt, documentaire québécois de Pascal E. Ferland. Un essai documentaire qui explore les liens entre les humains et les animaux et la forêt, qui va nous révéler un monde complexe où... il y a un conflit entre la protection et l'exploitation. On navigue entre un peu le réalisme et le cinéma documentaire, puis il y a aussi un engagement politique et quasiment même onirique. C'est quand même un bon 2 heures. D'habitude, les documentaires, c'est comme très bref, puis il y a ce sentiment de vivre dans la forêt. C'est moins un conte, mais ça me rappelle un peu... celui de Robert Morin, j'ai oublié, mais qui était comme le cycle de la vie d'une carcasse d'un orignal. Mais là, c'est plus vivant. Mais on suit ceux qui attrapent les orignaux, qui mettent des collets, qui les analysent, mais aussi il y a des problèmes de tiques sur les populations d'orignaux tellement que ça les tue, genre, ils sont parasités au complet. Ça fait un bon moment, je l'ai vu par contre, là, je pense que c'était même avant les fêtes. Là. Fait que, mais je l'avais trouvé très captivant, très touchant, et des scènes un peu rough même, quasiment. Fait que dans la forêt, puis comme tout bon documentaire québécois, ben Pascal elle va faire une tournée avec, il y a des séances de questions-réponses, de discussions avec des spécialistes. Fait que regardez ça dans vos cinémas de quartier, de ville. On arrive la dernière semaine de mars, le 27 mars. Il y a entre autres 2 films du dernier festival de Cannes qui vont être à l'honneur. Le drame choral Jeune mère des Frères Dardenne, qui sont des habitués de la Croisette. 4 adolescentes d'origine modeste sont hébergées dans une maison, les aidant à apprivoiser leur vie de jeune mère. Il y en a 3 qui sont en fait des jeunes mères, puis une qui est sur le point d'accoucher. Tu as vu ce film? Oui. Pas moi. Parle-moi un peu plus. Écoute, film, drame très humain. Moi, j'ai vraiment embarqué un montage très rythmé, encore très bien écrit. Et surtout, les jeunes comédiennes, la plupart des non-professionnels. Je pense qu'il y en a une qui a une petite feuille de route, mais pas des grandes vedettes, on s'entend. C'est ça qui m'a mêlé, c'est que c'est des non-professionnels, mais c'est pas un docu-fiction, c'est un drame écrit. Oui, on est vraiment dans la fiction, tout à fait. Donc, écoute, on a plein d'empathie envers ce que ces jeunes filles-là vont vivre. Un peu 16 and Pregnant. Oui, vraiment, tout à fait, c'est ça. Là, on veut qu'ils s'en sortent et tout ça. Donc, quand même, un film qui pourrait paraître lourd, mais pas du tout. C'est très touchant par moments. Fait que, moi, il y a beaucoup de monoparentalité à toutes, probablement, ou il y en a oui, encore des... Ouais, c'est ça, il y a plus leur chum BS. Non, c'est ça. Puis évidemment, des relations tendues avec des parents, la famille, tout ça. Ils viennent de différents milieux aussi, socio-économiques. Fait que non, un très beau film à voir, honnêtement, qui finit quand même sur une lueur d'espoir. Fait que je trouve que c'est peut-être un Dardenne plus léger, parce que des fois, ils peuvent tomber dans même... Mais il y a toujours un motif social derrière. Oui, ça, c'est certain, évidemment. Ces capitaines-là du cinéma belge. C'est leur 12e long métrage. Ouais. Donc, oui, vraiment à voir. Jeune mère. Oui. Avant de revenir à Cannes, j'aimerais présenter le drame québécois « Ma fille, tu seras libre » de Bachir Ben Sadek, qui nous avait donné il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, La femme cachée, qui mettait en vedette Antoine Bertrand. Très intéressant comme film. Ici, on a la mère de famille Oasma Bahar, mais on retrouve aussi Julie Le Breton et dans un très plus petit rôle, Guillaume Cyr, dans les visages plus connus.
On est 15 ans après avoir fui un mariage arrangé en Afghanistan. Il y a une mère qui vit maintenant à Montréal, qui a eu 2 enfants. Elle va tenter d'invalider la promesse de marier sa fille à son cousin, donc au fils du frère de son mari, donc du père de leur fille. En tout cas, c'est compliqué, non? À son beau-frère, c'est dépendamment de quel angle on parle. Si c'est de la mère, c'est du fils de son beau-frère, donc le cousin de la jeune fille. Hein? Ça peut pas être plus simple. Bref, fait qu'il avait dû avoir cette espèce de promesse-là pour les aider à quitter l'Afghanistan, mais là, c'est comme, ben là, ma fille, elle a 16 ans, elle est au cégep, elle connaît rien de l'Afghanistan, elle veut juste vivre sa vie, avoir un petit chum, elle étudie en sciences humaines, pas de maths, c'est comme ça. Pourquoi elle retournerait en Afghanistan être mariée, tu sais? Puis le plus vieux fils, ben lui, va commencer à dire comme, non, je pense que lui, il a plus de misère à s'intégrer dans la... Ben, il est né au Québec, mais il est plus porté vers ses racines, puis il aimerait mieux retourner vivre en Afghanistan, puis vivre de cette manière-là. Yeah. C'est un scénario de Marie Vien, qui est une Québécoise, là, qui a scénarisé Le temps d'un été, Passion d'Augustine, 14 jours, 12 nuits, mais qui a travaillé avec des collaborateurs justement plus afghans, au Québec, là, mais musulmans, puis qui sont plus dans cette ère-là, là, pour pas comme s'approprier leur histoire, puis pour ça que Bachir Ben Sadek est en connaissance de cause. J'ai vu en primeur ce film-là, donc je rappelle qu'il sort le 27 mars. C'est un drame très touchant, très poignant, très bouleversant. Surtout, c'est un choc de culture pour cette même famille-là, qui est comme entre deux pays, entre deux cultures. Pour nous aussi qui regardons le film, puis qu'en général, on associe beaucoup plus une liberté de choix à nos enfants. C'est quand même plus dans nos valeurs. Les mariages arrangés... fait longtemps qu'il n'y a plus ça. Là, depuis Maria Chapdelaine, c'est pas mal tranquille. Là. Fait que c'est confrontant pour ça, puis on est tiraillé. Julie Le Breton qui joue la... Non, c'est pas la travailleuse sociale, c'est elle qui aide à l'immigration pour l'intégration et surtout pour apprendre le français. Fait que c'est une professeure de langue, mais pour adultes et personnes en situation d'immigration. Fait que, très bon film. Je pense que dans plusieurs cinémas, genre le cinéma Beaubien et autres, ça va vraiment rayonner ça le 27 mars. En tout cas, moi, le sujet m'intéresse grandement. C'est le genre de film que j'aime bien. C'est le genre de film qu'on pourrait discuter avec l'équipe, mettons. Ouais. Dans les autres sorties du 27 mars, il y a le film québécois familial / musical / coming of age Au revoir Pluton de Sariane Cormier. À l'aide d'un astéroïde et de l'astronome qui l'a découverte, une petite planète, donc Pluton, rêve d'intégrer la troupe de danse officielle du système solaire. Fait qu'on est comme dans plusieurs niveaux à ce film-là, c'est-à-dire que on prend le système solaire, Uranus, Mars, le Soleil, Pluton, qui sont on est vraiment dans des non-lieux, dans un univers où, parce qu'ils sont joués par des humains, toutes les autres étoiles, constellations, tripent sur le système solaire qui montrent des spectacles. Fait qu'eux, ils vont voir les spectacles du système solaire, qui c'est juste des humains. Le Soleil, c'est un pianiste, c'est le chef d'orchestre et tout. Mais tout ça est aussi une métaphore pour l'acceptation par les autres de soi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Pluton n'est plus reconnu comme une planète parce qu'il était trop petite. Alors, il y a tout ce côté-là qui va entrer là-dedans. Il y a quelque chose de très Matthew Rankin à tout ça, pas comme son dernier film, voyons le nom m'échappe. Langue universelle. Pas Langue universelle, parce que c'était très parodique. Il y a moins ça là-dedans. Plus un peu comme le 20e siècle, justement, ces fameux non-lieux-là qui est un peu onirique. C'est abstrait un peu. Ouais, des fonds noirs, des ponts avec des nuages de voie lactée, puis d'affaires comme ça. Fait que très, très beau, très, très créatif. Je pense que c'est un film qui mérite d'y plonger puis de donner une chance, au sens où c'est pas qu'il fait pitié, c'est juste que je veux dire qu'il peut paraître aride versus un Sauteur, un Mario Bros. C'est vraiment cool. Il y a matière à dialogue. Je pense que dès qu'on est dans peut-être 8-9 ans et plus, qu'on peut dialoguer autour du film, qui dure 1h30, tout ça est très raisonnable. Donnez-vous la chance, puis c'est ça. C'est pas parce qu'il fait pitié, c'est juste parce que je le sais qu'il va être je le sens qu'il va être facilement balayé, puis que ça va avoir l'air trop weird, mais c'est super accessible, justement, puis c'est une belle porte d'entrée pour s'ouvrir vers l'art qui est le cinéma et pas juste consommer des histoires. Et on retourne du côté canois avec finalement le drame suspense Alpha de Julia Ducournau qui avait remporté avec son précédent film que c'était quand même un avis divisé avec Titane. Elle avait remporté la Palme d'Or. Apparemment, elle avait fait Grave, un film d'horreur de cannibalisme. C'est la digne héritière de David Cronenberg. Bon, voilà. Si vous la connaissez pas, on est dans ces tales-là. Fait que cette fois-ci, une adolescente et après ça a été fait
tatouer, revient à la maison d'adolescente de 13 ans qui s'appelle Alpha, revient à la maison, s'est fait tatouer, potentiellement contaminé par l'espèce de mystérieux virus qui navigue ces temps-ci où on est en France. Elle voit débarquer chez elle son oncle aussi qui est affaibli, puis magané, puis elle n'a aucun souvenir de lui. Fait qu'on est dans le mystère et le weird, un peu de film d'anticipation quand même, de genre on se projette dans le futur puis ça va pas bien. Ça met en scène... c'est là mon erreur de copier-coller. Melissa Boros, mais Tahar Rahim, et on retrouve aussi des acteurs internationaux européens, Emma Mackey, Finnegan Oldfield, qui sont des acteurs britanniques, mais qui parlent très bien le français. Il y a eu beaucoup de conversations alentour de Tahar, parce que je pense qu'il a perdu comme 50 ou 60 livres. Okay. Il est très rachidique dans le film, un peu comme Christian Bale pour c'était de mécanique à l'époque, ou quelque chose comme ça, là, qui était... pas de mécanique, mais ou, ça ressemble machiniste. À ça. Machiniste. Ouais, machiniste. Donc, ça fait jaser beaucoup, honnêtement. Fait que juste pour ça, je suis curieux de voir. Ouais, là, ça, on l'a pas vu ni l'un ni l'autre, mais oui, moi aussi. Puis un film qui divise... Ben, comme The Bride, moi, ça pique ma curiosité. J'ai envie de me faire mon opinion. J'aime ça, le t'adores ou t'haïs. Même si peut-être que je vais être de ceux qui haïssent, mais au moins, je vais l'avoir vu de mes propres yeux. Fait que le 27 mars, pour ça. Croyez-le ou non, on venait d'avoir une comédie d'horreur américaine. Ben, il faudra pas attendre plus qu'une semaine pour en avoir une deuxième. Je trouve ça quand même singulier. They Will Kill You, Ils te tueront, de Kirill Sokolov, avec Zazie Beetz et aussi, on ramène des vieilles faces qu'on aime, Tom Felton, donc de Harry Potter, Draco Malfoy. Ouais. Voilà. Heather Graham, Patricia Arquette, une femme de ménage découvre que le gratte-ciel de New York où elle travaille pourrait être sous l'emprise d'une secte satanique, donc va devoir être très créative pour tuer tout le monde, pour pas être tuée, sacrifiée. Alors, c'est ça, 2 comédies à peu près le même genre, un Kill 'Em All, 2 semaines après l'autre, fait que j'imagine qu'ils vont quand même se partager une part du box-office. Ça conclut. On a réussi. J'espère qu'on n'a pas l'air trop essoufflé et de courir, mais je nous connais, puis j'avais pas envie que ça... On aurait pu dépasser l'heure, mais j'avais pas envie que ça dure 1h35 et que ça fasse un épisode très aride. Là, je le dis, après, je vais essayer de mettre des chapitres sur les films qu'on a plus vus, plus couverts, puis aussi qu'est-ce qui sort par semaine. Peut-être mentionner qu'il y a plusieurs entretiens qui vont arriver sur monciné.ca, des relents d'Unifrance de janvier dernier. Donc, pour les films suivants, L'inconnu de la Grande Arche, j'ai eu la chance de parler avec Stéphane Demoustier, le réalisateur, Swan Arlo, comédien. Il y a un article avec Xavier Dolan dans le magazine présentement qu'on peut trouver. Ensuite, Dossier 137, le réalisateur et scénariste Dominique Moll. Léa Drucker, quand même. Alors, je peux me vanter que j'ai parlé... Mais tu y as parlé avant qu'elle gagne son César. Avant qu'elle gagne son César, quand même. Undertone aussi. Donc, je vais avoir la chance de parler au réalisateur ainsi que l'actrice Nina Kiri. Maigret, j'ai interviewé Denis Podalides, quand même. Et les Frères Dardenne pour Jeune Mère. Voilà. C'est un beau programme qui s'en vient au courant comme des vous avez vu, ça veut dire 1 à 2 entrevues par semaine à lire sur monciné.ca ou suivez sur Facebook et nos médias sociaux, Magazine Mon Ciné. Abonnez-vous au balado là où vous l'écoutez, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi nous écrire pour le balado directement à balado@monciné.ca ou dans les inbox de Facebook et Instagram aussi. Avec nos collègues de travail, l'information nous sera acheminée. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province, avec Louis Morissette en couverture pour cette période-ci. On est en avance pour parler de Françoise, la comédie qui sortira cet été. Visitez donc le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma et bon popcorn.